Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Conviction, l'émission des hommes et des opinions sur BMTV qui reçoit à ce jour El Farouk Soumanou. El Farouk Soumanou est membre fondateur des Forces Kori pour un Bénin émergent. Pour être plus précis, il est le secrétaire national à la jeunesse. Monsieur Soumanou, bonjour. Bonjour Léandre. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Cet entretien nous permettra justement de décortiquer un peu, de comprendre un peu l'ambiance qui prévaut actuellement au sein de son parti. Et vous nous direz tout ça sans langue de bois, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur Léandre. Alors, il y a 3 membres importants du parti qui ont été récemment suspendus, juste parce qu'on les a vus sur des plateaux médias, mais vous acceptez notre invitation. Est-ce à dire que vous avez déjà eu votre autorisation ou alors vous prenez un gros risque? Non, bien sûr, tirant le son justement de ces sanctions-là qui sont intervenues après quand même un avertissement du secrétaire exécutif national, j'ai pris le soin donc d'avoir son autorisation avant de me présenter à vous et j'ai été autorisé à répondre à vos questions. Ou alors vous êtes d'un certain bord, parce qu'aujourd'hui on dit au sein des forces Kori pour un Bénin émergent, il y a 2 ailes, il y a l'aile Onkwe, il y a l'aile Yarou. Vous êtes de quel bord? Oui, mais comme d'habitude, dès qu'il y a un petit problème au sein de notre parti, on imagine des ailes. Notre parti n'a pas d'aile. Notre parti a un premier responsable, le secrétaire exécutif national, et moi, en militant discipliné, quel que soit ce que je peux lui reprocher, quand il y a une décision, je la respecte, car on dit-on souvent, exécution avant réclamation. Donc pour moi, il n'y a pas d'aile au sein du parti pour le moment. Quelque part, vous êtes en train de dire qu'il y a des gens qui ont fait preuve d'indiscipline au sein du parti. Oui, on peut. Je ne veux pas utiliser de gros mots. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à une réunion du bureau exécutif national, le secrétaire exécutif national a attiré l'attention des uns des autres sur les interventions multiples sur les chaînes de télévision et de radio, et interventions à travers lesquelles souvent on remarque parfois une non-concordance des points de vue. Il a souhaité que tout ça soit harmonisé et que, comme le prévoient nos tests, on puisse quand même demander l'autorisation, au moins l'informer quand on veut intervenir sur un plateau avant d'y aller. Donc à partir de ce moment, il fallait respecter ces instructions, ce qui n'a pas été le cas de certains camarades. Certes, je ne suis pas content forcément, je n'aurais pas souhaité qu'on aille jusqu'à cette extrémité, mais quelque part, il y a eu quand même refus de respecter l'instruction du secrétaire exécutif national qui a pris des sanctions. Les intéressés ont fait appel. Je crois qu'à la prochaine réunion du bureau exécutif national, la question sera examinée. Donc, en d'autres termes, vous approuvez la décision de suspension? J'approuve la décision de sanction. Mais la sanction aurait-elle été une suspension? Je crois que nous ferons le débat. Mais vous êtes plutôt tendre là, parce qu'on a entendu quand même le numéro 2 du parti qui parle de vices, de procédure dans la prise de cette décision. Oui, c'est son point de vue. Vous savez, quand il y a des tests, il y a toujours des interprétations. Je dois avouer que les tests qui régissent aujourd'hui notre parti contiennent effectivement des insuffisances. Et quand c'est le cas, vous savez, chacun tire le droit de son côté. Vous parlez tout à l'heure d'elle, je disais il n'y a pas d'elle, mais peut-être qu'il y a des sensibilités. Il y a des sensibilités au sein de notre parti, ce qui dénote l'existence d'une certaine démocratie. Il y a des courants au sein du parti, c'est normal. Et donc, chacun y va de son interprétation sur certaines questions. Je crois qu'il est du devoir du secrétaire exécutif national adjoint d'interpréter comme il l'entend, selon sa compréhension. Mais après, comme je le dis, quand le bureau exécutif national va se réunir très prochainement, on fera le débat entre nous et on trouvera donc la meilleure solution. Au sein du parti, il y a le secrétaire, le numéro 1 qui prend une décision, le numéro 2 conteste cette décision sur les médias. N'est-ce pas là des signes d'une explosion imminente du parti? Explosion, c'est trop dit, mais il faut dire qu'il y a un malaise. Le malaise existe. Mais je préfère mettre ce malaise-là sur le compte de l'existence de courant et de la vivacité de la démocratie au sein de notre parti. Et vous savez, quand on est dans un parti, surtout dans cette période de préparation, de désignation de candidats à la présidentielle, vous savez, chacun y va de ses actes, de ses interprétations, de ses déclarations, afin de s'attirer la sympathie du plus grand nombre. Je crois que nous sommes dans cette phase-là. Est-ce que c'est normal que le secrétaire exécutif national du parti prenne une décision sans avoir l'avis, sans consulter les autres membres du bureau? Vous trouvez que c'est normal parce que c'est ce que reproche justement M. Yarou à la décision? Oui, moi je pense qu'à l'étape de nos tests, je vous ai dit qu'il y a des insuffisances. Mais je pense que les prérogatives du secrétaire exécutif national peuvent le permettre dans certaines situations urgentes, n'est-ce pas, de prendre un certain nombre de décisions et maintenant de rendre compte soit au bureau politique
et après au bureau exécutif national. Et comme je l'ai dit, le secrétaire exécutif national aura le temps de l'écouter. Il a certainement des arguments. Je crois que dans la décision, il s'est référé à un certain nombre d'articles. Et je vous ai dit qu'avant ça, il a d'abord fait un rappel à l'ordre verbal. C'est vrai que le rappel à l'ordre aurait pu être écrit, mais parfois, quand il y a urgence, le rappel à l'ordre peut être verbal. Il a fait un rappel à l'ordre verbal au cours d'une de nos réunions. Ensuite, il est passé à un avertissement parce qu'il y a eu un communiqué que vous avez dû lire sur les réseaux sociaux, un communiqué qui peut être considéré comme un avertissement où il a demandé, il a rappelé ce qu'il a eu à dire à la dernière réunion et demandé aux gens de se conformer. Alors, quand il a signé le communiqué qui apparaît comme un avertissement et qu'au lendemain de ce communiqué, certains vont quand même intervenir sur les chaînes, permettez-moi de vous dire que même vous, à sa place, vous allez vous sentir un peu frustré, vous allez considérer comme étant une manière de remettre en cause votre autorité. Donc, sur cette base-là, il a dû, pour ce que je sais, il a consulté quelques membres du bureau politique et il a dû prendre cette décision, que je dis bien, il y a eu appel. Quand il y a une décision, c'est exécution avant réclamation. Les intéressés, qui me paraissent être quand même des cadres que moi j'apprécie beaucoup, qui ont beaucoup fait pour le parti, ils ont fait appel. Je crois qu'à la prochaine réunion, nous ferons un débat. Et s'il faut rapporter cette décision, la majorité du bureau décidera ainsi. Lorsqu'on se rappelle un peu les événements de 2019 et la façon dont M. Oumpé et M. Yarou ont pris la tête du parti et qu'on voit un peu ces problèmes internes qu'il y a déjà au sein du parti, est-ce que quelque part, ce n'est pas gênant? Je suis très triste et je me pose des questions. Je suis vraiment triste parce que nous étions vraiment une équipe très solide. Nous avions refusé un certain nombre de choses en prenant le récépissé, en corrigeant nos tests. Et j'ai comme l'impression que ce que nous avons refusé à certains membres démissionnaires, j'ai l'impression de les revivre actuellement et j'ai mal dans l'âme. J'espère, et je vous dis, ce n'est rien d'autre que les tractations, les stratégies à la conquête du poste de président pour représenter le parti aux élections qui nous met dans cette situation. Or, comme vous le savez, c'est Dieu qui donne le pouvoir. J'espère, je continue d'espérer que les uns et les autres reviendront à de bons sentiments et que nous allons éviter une seconde cassure du parti. Ne doit-on pas quelque part donner raison à ceux qui estiment que depuis que le président Boni Yayi n'est plus membre, n'est plus président d'honneur du parti, que FCBE a perdu totalement son charme, que FCBE n'existe pratiquement plus véritablement comme c'était le cas auparavant? Boni Yayi, c'est un ancien président, il a beaucoup fait pour nous, il a une certaine popularité. Mais je crois que nous sommes à une époque de transition où nous devons apprendre, n'est-ce pas, à voler de nos propres ailes. Parce que, comme chacun de nous, le président Boni Yayi est un mortel. Nous avons eu à travailler avec le président Kédougou qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Donc, il vaut mieux apprendre à marcher pendant que vos parents vivent encore que d'attendre leur disparition avant de vous adapter. Moi, je ne pense... C'est vrai que le départ de Boni Yayi a apporté un coup dur au parti FCBE, mais ce parti-là doit pouvoir se relever et continuer son chemin. Les démocrates ont désormais une existence légale avec, comme président d'honneur, votre ancien président d'honneur, pour ne pas dire président Boni Yayi. Est-ce que les démocrates vous font peur? Non, pas du tout. Dans vos fiefs? Non, pas du tout. Nous avions chacun à son fief. Il y a des fiefs où les démocrates même savent que c'est des fiefs imprenables. Je ne vais pas en citer. Ils sont de l'opposition, nous sommes de l'opposition. Nous sommes appelés, à mon avis, à collaborer s'ils le veulent bien. Puisque aujourd'hui, les conditions dans lesquelles les démocrates sont arrivés, c'est bien les actes que le parti FCBE avait eu à poser. Et nos amis nous avaient traités de traîtres. Parce que ce que nous avons fait, c'était de dire qu'il fallait tout faire pour que le parti FCBE ne disparaisse pas. C'est pour ça que le récépissé a été pris. Nous avons estimé également que dans une démocratie, il faut avoir le courage de discuter avec ceux qui sont au pouvoir. Alors que de l'autre côté, on disait, on ne discute pas avec le dictateur. Et nous, on disait, on peut faire de l'opposition en discutant avec les responsables au pouvoir. Et c'est pour ça que nous étions allés au dialogue. Aujourd'hui, vous allez voir que ce que les autres partis de l'opposition réclament aujourd'hui, c'est ce qu'ils auraient dû faire avec nous et qu'on n'aurait peut-être pas les petites divergences et les petites revendications qui sont prônées par-ci, par-là dans le cadre de la présidentielle. Donc pour nous, c'est sûr, les démocrates, ils ont des fiefs. Il y a des fiefs où ils sont plus assis que nous. Et nous également, nous avons nos fiefs. Donc il n'y a pas d'inquiétude.
Il fallait que FCBE continue de vivre, vous l'avez dit, FCBE continue en effet de vivre, mais on ne sent plus FCBE parce qu'il y a quand même des sujets majeurs de l'actualité en cette veille d'élections sur lesquels on n'entend pas du tout votre parti. Il y a un silence assourdissant pratiquement. Non, ce n'est pas un silence assourdissant. Ce que vous appelez silence assourdissant est une stratégie. C'est une stratégie adoptée par notre parti. Je viens de vous dire que vous avez opté pour une opposition, on ne veut pas une opposition va-t-en-guerre. Nous avons opté pour une opposition responsable, une opposition qui accepte de discuter, de respecter, n'est-ce pas, les textes qui sont en vigueur, dans l'espoir qu'elle va prendre le pouvoir et, n'est-ce pas, remettre peut-être en cause ces dispositions. Donc, je ne sais pas quel sujet important dans l'actualité. Il y a la décision, la récente décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a la question du parrainage, il y a même un collectif qui a été mis en place justement pour réfléchir, pour parler de tout ça, mais vous êtes muet. Non, sur le parrainage, je crois qu'en politique, tout est possible, mais tout n'est pas permis. Nous avons pris part au dialogue politique. Est-ce une erreur? Est-ce que ce n'est pas une erreur? Là n'est plus la question aujourd'hui. Nous avons pris part et au cours de ce dialogue, je peux vous dire que le parti FCB fait partie de ceux qui ont défendu bec et ongle l'instauration du parrainage, n'est-ce pas, au détriment du montant de 250 millions qu'il faut payer pour la présidentielle. Nous avions discuté, nous avons souhaité que ce montant soit revu à la baisse. Ce qui a été revu à la baisse, c'est devenu à 50 millions. Nous avons défendu. Maintenant, qu'entre nous-mêmes, il y ait des difficultés après le dépôt de nos listes pour les communales, notre président d'honneur a décidé de se retirer, ce qui nous a porté un coup dur et qui nous a empêché visiblement d'avoir le nombre de parrainages qu'il faut. Ça, c'est un autre sujet. Sinon, nous étions partis, nous savions que nous étions capables à ce niveau-là d'avoir plus de 20 parrains, plus de 20 mairies, ce qui nous aurait permis aujourd'hui, à l'heure actuelle, d'être tranquille et d'avoir un très bon candidat de consensus pour affronter le candidat du régime en place. Mais hélas, le départ de notre président d'honneur, après que la liste des communales a été validée, et de certains quand même têtes de pont, nous a fragilisés et a fait que nous n'avons pas réussi, n'est-ce pas, à avoir le nombre de parrainages qu'il faut. Maintenant, quant au collectif dont vous parlez, oui, nous avons tous suivi le collectif, mais à ma connaissance, en tant que Vous n'en faites pas partie, pourquoi? Oui, en tant que membre du bureau politique, je ne sais pas qui est l'initiateur de ce collectif et le parti FCB n'a pas été invité à prendre part. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Si les gens nous excluent de leur initiative, on n'y peut rien. Mais je tiens à vous remarquer que quand même, restaurer l'espoir, qui est quand même un parti important de l'opposition, n'y est plus. On parlera de votre parti à vous et le collectif a dit que ses portes restent ouvertes. Est-ce qu'on peut envisager peut-être sous peu la participation de FCBE à ce D'abord, nous ne collectif-là? savons pas quel est l'objectif de ce collectif. Vous les avez certainement suivis sur les médias. On les a suivis, c'est-à-dire que quand on ne sait pas l'objectif, il y a ce qu'on dit devant la presse, il y a l'objectif secret où on veut aller. Nous ne sommes pas dans la logique de boycott des élections. L'objectif, c'est de prendre le pouvoir et de l'exercer. Ça, c'est l'objectif commun à nous tous. Mais sur les exigences ne sont pas sur les mêmes longueurs d'onde. Par exemple, nous ne pouvons pas demander le retrait du parrainage après l'avoir demandé. Déjà, ça fait un point de discorde. Ils demandent l'abrogation des lois chrysogènes, alors que plusieurs d'entre eux ont voté à 100% toutes ces lois. Vous les connaissez. Ils ont voté ces lois chrysogènes et ils reviennent maintenant nous dire qu'il faut abroger. Qu'est-ce qui les avait poussés à voter ces lois chrysogènes? Donc voilà autant de points de divergence qui font que si nous devons adhérer à ce collectif, je pense, nous devons nous asseoir, nous regarder en face et nous dire un certain nombre de vérités, dire ce qui est possible et dire ce qui est impossible. Lorsqu'on écoute vos analyses, on a l'impression qu'on écoute un mouvancier, un partisan du pouvoir. Libre à vous, je ne sais pas quel propos... Lorsque vous défendez le parrainage, Je ne défends pas le parrainage parce que je vous dis que le parrainage, ce n'est pas la mouvance qu'il a instaurée. Je viens de vous dire que c'est FCBE fait partie des partis qui ont demandé à ce que la caution à la présidentielle soit vue à la baisse et qu'on instaure le parrainage. Au premier abord, les gens de la mouvance voulaient même que ce parrainage se limite aux députés, mais nous avons poursuivi le débat en disant non. Mais on a un parlement monocolore qui est fait de députés nommés. Il faudra élargir le parrainage aux élus parce que nous allons participer au communal et nous sommes sûrs que avec l'assise de notre parti, on était sûrs d'avoir plus de 16 parrainages. Mais je viens de vous dire que les événements de dernière minute avec la démission du président d'honneur nous ont empêchés, n'est-ce pas, d'avoir ces parrainages. Ce n'est pas pour cette raison qu'il faut revenir. Nous, on voudrait bien que le parrainage
soit retiré pour que la compétition soit ouverte. Mais je dis, nous sommes mal placés pour en faire une exigence. Parce que vous étiez au départ... Parce que nous étions au départ l'un des initiateurs de cette démarche, de cette proposition-là. Donc en politique, c'est vrai que quelque part, il faut quand même parfois qu'il y ait d'éthique. Il y a d'éthique, c'est pour ça que je vous disais que tout est possible, mais tout n'est pas permis en politique. On ne peut pas avoir demandé quelque chose au dialogue politique, et parce que nous n'avons pas réussi à avoir les parrainages revenir en arrière. Mais en notre fois intérieur, si le Parlement qui est là accepte, n'est-ce pas, de revoir la loi et que le parrainage est retiré, mais les FCB vont applaudir. Ça permettra aux uns aux autres qu'on ait plusieurs candidatures et ce serait tant mieux pour notre démocratie. Selon la rumeur ou les informations qui nous parviennent depuis votre parti, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de divergences au sein du parti justement pour dégager le duo présidentiel. Ouais. Qu'en est-il? Non, je crois que vous savez, ce n'est pas seulement notre parti. Partout où il faut désigner des candidats, même au communal ou législatif, il y a toujours de petits problèmes parce que tout le monde veut y être. Et plus précisément pour la présidentielle, il s'agit de deux fauteuils, le fauteuil présidentiel et le fauteuil de vice-président. Aujourd'hui, la difficulté, effectivement, la difficulté due au fait que dans nos statuts, dans nos règlements intérieurs, les précisions n'ont pas été données sur le mode de désignation du candidat à la présidentielle. Il est prévu seulement la mise en place d'un comité pour définir des critères. Ce comité a travaillé. Au niveau des critères également, il y a eu quelques achoppements parce que vous savez, vous ne trouverez aucun parti où les critères font l'unanimité. Chacun trouvera toujours qu'un des critères a tendance à le frapper ou bien a tendance à l'éliminer. Et quels sont les critères, ces critères-là qui créent la polémique? Non, je crois que la principale polémique se trouve au niveau de l'ouverture des candidatures. Oui. Certains avaient estimé qu'il faut aller au-delà des instances du parti et ouvrir les candidatures jusqu'aux plus petits militants à la base, et même des candidats de l'extérieur qu'on n'a jamais vus. Et nous avions... Ce qui serait bien normal, n'est-ce pas? Non, je ne trouve pas ça normal parce que nous avons encore en mémoire l'expérience du candidat Zissou, que nous ne connaissions pas au bataillon, qui a été débarqué en 2016 à 9 mois des élections présidentielles. On pensait que c'était pour être Premier ministre, mais il a été pratiquement imposé à tous les militants. Et en ce moment, je n'ai pas vu ceux qui aujourd'hui revendiquent, je n'ai vu personne demander à l'époque au président Boni Yayi d'aller faire des primaires ou même d'aller consulter, alors qu'on avait la majorité des maires. On n'a consulté personne. Tout le monde a respecté. On a eu la discipline du groupe parce que Boni Yayi, c'est notre leader charismatique. Tout le monde s'est rangé. Nous avions suivi le candidat Zissou. Nous avions échoué. Mais cette fois-ci, donc, il y a certains qui estiment qu'il ne faut pas répéter cette expérience. Il vaut mieux choisir parmi ceux qui ont effectivement mouillé le maillot, ceux qui se sont bagarrés et qui sont encore dans les instances du parti, qui se sont bagarrés pour le maintien en vie du parti. C'est tout. Et les autres qui veulent qu'on élargisse et qui veulent même qu'on ait des primaires jusqu'au niveau des élus communaux, je crois qu'il y a une réserve à apporter parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, il n'y a pas de mensonge. Sur les 260 conseillers des FCBE, au moins plus d'une cinquantaine ont déjà adhéré aux démocrates. Parce que la liste que les FCBE ont présentée au communal, c'était une liste consensuelle qui avait été autorisée par le président Boni Yayi grâce à l'intervention des sages de Parakou. C'est quand cette liste a été finalement validée, que la Sénat a validé la liste, que le président d'honneur s'est retiré. Donc, parmi les conseils que nous avons eus, il y en a qui ont décidé de rejoindre les démocrates. Comment voulez-vous, par exemple, qu'on aille consulter des élus sans savoir exactement qui sont ceux qui sont FCBE et qui sont... Donc, je crois que là où il y a plus de sécurité, c'est au niveau des membres qui sont restés fidèles, qui sont membres du bureau exécutif national et membres du bureau politique. Et parmi les anciens députés et maires, qui sont, n'est-ce pas, les promoteurs, les initiateurs de la démarche qui a conduit à reconnaître, à délivrer le récépissé. C'est ce qu'un camp défend. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a de polémiques. C'est quoi le deuxième critère à polémique? Non, je crois que c'est à ce niveau-là seul. C'est l'ouverture des... Aujourd'hui, bon, maintenant pour la suite. La suite, c'est qu'il a été demandé aux uns aux autres de faire la chasse au parrainage, parce qu'on a beau avoir un duo. Si vous n'êtes pas capable, n'est-ce pas, d'aller mobiliser le parrainage, ça va être difficile. Mais c'est ça justement, cette question qui paraît assez absurde. Mais vous estimez qu'il vaut mieux que les individus aillent chercher les parrains. Mais oui, beaucoup pensent quand même que le parti qui va directement à la recherche du parrain pèse beaucoup plus et a plus de chances. Oui, c'est une façon de voir les choses. C'est une façon de voir. Chacun voit les choses comme il l'entend. Moi et certains estiment quand même que le candidat qui est
qui veut représenter le parti doit être en mesure de négocier avec tous les parrains. Parce que vous savez, aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas du parti qu'il s'agit, plutôt que des individus? Mais les individus sont quoi? Les candidats sont quoi? Ils sont membres du parti. Et la décision demande à ce que les gens peuvent se mettre en duo ou en triplé pour les négocier. Quand on fera le point, on verra en ce moment-là combien de parrains est obtenu et en ce moment on décidera du duo qu'il faut aller. Aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas... il faut que ça soit moi, il faut que ce soit moi forcément qui soit retenu, bien mon point de vue qui passe. Nous devons nous concentrer sur l'objectif. Le parti a connu beaucoup de difficultés et nous devons rester soudés, n'est-ce pas, avoir un candidat, quel qu'il soit. Aucun candidat choisi, aucun duo choisi au sein de FCB ne fera l'unanimité. Vous ne trouverez pas ce duo. Mais nous devons être solidaires parce que l'objectif aujourd'hui, c'est l'alternance en avril 2021. Et pour qu'il y ait l'alternance, nous devons négocier. Personne ne peut avoir de parrainage s'il ne négocie avec le BR et UP. Ce qui fait dire à certains que le parti est 3e bloc ou 4e bloc. Mais aujourd'hui, la réalité est là. On ne peut pas avoir des parrains pour aller aux élections si on ne négocie pas avec le BR et l'UP, qui sont des partis de la mouvance. Et même en France, ailleurs, vous allez en France, l'extrême droite, Marine Le Pen, pour avoir des parrainages, sollicite des parrains au niveau de la gauche. Et ce n'est pas les parrains qui votent. Ce n'est pas les parrains qui votent. Ce n'est pas le bureau de FCBE qui va élire le président. Ce n'est pas le bureau de l'UP ou de BR. C'est le peuple. La démarche de FCBE, c'est de donner cette possibilité au peuple le 11 avril de se manifester dans les urnes. Si le peuple rate cette occasion, alors le peuple doit s'en prendre à lui-même. Une dernière question, M. Soumanou. Que répondez-vous à ceux qui disent que FCBE n'ira pas à cette élection présidentielle-là? Que FCBE fait juste semblant parce que FCBE sait qu'il n'aura pas assez de parrains, ou alors c'est un jeu juste que vous êtes en train de faire pour montrer que vous existez? Non, nous sommes sincères, nous voulons aller aux élections. Mais après, quand nous allons négocier le parrainage, si nous n'avons pas le nombre de parrainages qu'il faut, à l'impossible de les tenir, on n'ira pas. Mais si nous avons le nombre de parrainages, si nous arrivons à mobiliser les parrainages qu'il faut, je crois que FCBE sera bel et bien. Je viens de vous dire que FCBE veut donner l'opportunité au peuple de faire de l'alternance, une alternance en avril 2021. Le reste, ça dépend du peuple lui-même. El Farouk Soumanou, merci pour votre éclairage. C'est moi.